Bonjour Aurélie Filippetti, Bonjour. ministre de la Culture et de la Communication. Vous êtes sur Radio Classique et LCI ce matin. Merci d'être avec nous. Le jour où finalement vos administrés, si je puis dire entre guillemets, les professionnels de la culture s'inquiètent, organisent une marche de la culture à Paris jusqu'à votre bureau, rue de Valois, mais aussi dans plusieurs villes de France. Alors, ils sont inquiets pourquoi selon vous? C'est une marche pour la culture, c'est une marche pacifique. La culture, c'est un des droits de l'homme, comme le reconnaît d'ailleurs la Constitution de 1946 dans son préambule. On l'oublie trop souvent. Et une marche pour rappeler cela, que dans une société moderne, on a besoin d'économie, on a besoin de croissance, on a besoin d'emploi et on a besoin aussi de culture. Et même la culture crée des emplois et crée de la richesse économique. Mais c'est pas qu'une marche pour, c'est aussi un petit peu une marche contre, parce qu'ils s'inquiètent notamment de la baisse de votre budget, moins 2% en 2013. Combien en 2014 d'ailleurs? Parce que vous allez négocier avec le ministre du budget, là, comme tous les ministres. En fait, la marche a lieu aujourd'hui parce que c'est maintenant que commencent les négociations, les discussions budgétaires. Et c'est un moment très important puisqu'on va fixer les grandes lignes, non seulement pour l'année à venir, mais pour les 3 ans qui viennent. Et vous savez que le président recherche 50 milliards d'euros d'économies sur les 5 ans qui viennent et que donc vous aurez votre part. Mais le président est allé vendredi soir à Trappes et il a vu un match d'improvisation théâtrale avec Jamel Debbouze notamment, qui a expliqué à quel point ça l'avait sauvé la vie de jeunes qui peuvent être en rupture scolaire, qui peuvent être en décrochage grâce à la culture. C'est quand même inestimable. Alors, c'est en train de préparer le discours que vous allez faire au président, au ministre du budget, pour pas qu'il vous contraigne trop, c'est ça? Mais vous savez, la culture n'a pas bénéficié de traitement d'exception. On constate même qu'elle a plus participé que les autres ministères, toute proportion, enfin, eu égard à sa taille, bien sûr. On a plus participé que les autres ministères à l'effort de réduction des dépenses publiques. C'est peut-être ça qui vous reproche, les professionnels de la culture, d'avoir trop cédé, peut-être? Non, c'est encore une fois, c'est une marche pour dire nous avons fait notre effort. On a suffisamment aujourd'hui, diminution de 6% sur 2 années. Exactement. C'est-à-dire que le budget de la culture a été l'un des plus gros contributeurs à l'effort de réduction des déficits publics. Pourquoi? Parce que j'ai pu arrêter un certain nombre de chantiers qui n'étaient pas nécessaires, qui étaient somptuaires, parce qu'il y a eu des réductions de crédits budgétaires qui ont pu être compensées par des ressources propres des gros opérateurs, comme nos grands musées, par exemple, comme l'Opéra de Paris. Qui vont d'ailleurs chercher, on en parlera, des ressources ailleurs. Qui vont chercher des ressources ailleurs, sauf qu'il y a un moment où ça arrive à un niveau d'équilibre où on est déjà à 52% de ressources propres dans les grands établissements. Vous êtes en train de nous dire que le discours que vous allez tenir ce matin à Bernard Cazeneuve, votre collègue du budget, c'est « on l'a déjà fait suffisamment, on ne fera pas plus ». Est-ce que vous avez une limite? Est-ce que vous allez vous fixer personnellement comme ministre une limite de baisse de vos crédits? Vous savez, encore une fois, pour moi, l'essentiel, c'est de maintenir les possibilités d'action du ministère de la Culture. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire les crédits pour le spectacle vivant, pour les arts visuels, pour tout ce qui concerne la création artistique. Ça, c'est partout, sur tous les territoires. Ça contribue vraiment à l'égalité entre les citoyens et à l'égalité entre les territoires. Ça, j'avais réussi pendant 2 années à en maintenir le niveau et il faut que ça puisse se poursuivre, bien sûr. La deuxième chose, c'est le patrimoine. On a maintenu pendant 2 ans un niveau d'entretien du patrimoine qui permettait d'assurer, je dirais, le plus urgent. Mais en même temps, on sait très bien que le patrimoine, si on le laisse se dégrader pendant trop longtemps, bien à la fin, vous avez des gros travaux d'un seul coup qui coûtent beaucoup plus cher. Vous savez que face à vous aurez les technocrates de Bercy, comme on les appelle quelquefois. Le budget de la culture, c'est moins de 1% du budget de l'État. Donc on peut, je crois, et on doit, parce qu'on est la France, et parce que la France, c'est un pays qui vit aussi de sa culture, on doit être vigilant là-dessus. Il y a une étude que j'avais commandée à l'Inspection générale des finances qui montre que la culture en France, c'est la contribution de la culture à l'économie française, c'est 3,2% du produit intérieur brut. Vous êtes bien rodé pour les arguments pour défendre votre budget. On verra si vous obtenez gain de cause. Autre sujet d'inquiétude, c'est le statut des intermittents. C'est un peu le serpent de mer. Je rappelle quand même les chiffres. Ils sont à peu près quoi? 100 000 à en bénéficier. 100 000 qui en bénéficient au cours d'une année. Et le déficit par an, c'est 1 milliard d'euros. Au total, depuis 10 ans, on va dire que c'est plus d'un tiers du déficit du régime général. Est-ce que c'est acceptable pour les Français dans leur ensemble? En fait, ce qui n'est pas vraiment acceptable, c'est cette manière-là de compter les choses. Parce qu'en fait, ça a été montré par un rapport de l'Assemblée nationale qui a été adopté à l'unanimité, je tiens à le dire, gauche et droite. On montre bien que ce déficit, il n'est pas de 1 milliard. C'est-à-dire il serait de 1 milliard si on rayait d'un trait de plume tous les intermittents du jour au lendemain. Or, si ces gens ne sont plus intermittents, ils vont aller au régime général. Donc le décalage, il est en gros de 300 millions. Est-ce qu'il faudra quand même le réformer ou pas? Il faut le réformer parce qu'il y a des abus,
il y a des dérives, il y a aussi des manques d'ailleurs, par exemple pour les femmes enceintes. Et donc, on a un certain nombre de pistes, et c'est les partenaires sociaux qui doivent trouver un accord. Ils ont commencé à négocier sur l'ensemble de l'assurance chômage, donc sur l'ensemble des conventions UNEDIC, et les fameuses annexes 8 et 10, donc pour les artistes et pour les techniciens, font partie de cette négociation. Ça sera cette année, 2014 ? Donc c'est cette année, ça a commencé. Encore une fois, c'est les partenaires sociaux qui discutent, mais je pense qu'avec Michel Sapin, nous, on suit évidemment avec attention. On a rappelé notre attachement à l'existence d'un régime spécifique pour des artistes et des techniciens qui accompagnent ces artistes, ces créations ou l'audiovisuel. Encore une fois, peut-être coûteux parce que ces gens-là sont simplement plus précaires que d'autres. Et quand on est précaire, par définition, évidemment, on a plus recours aux assurances chômage que quand on est en CDI pendant toute sa vie. Ce qui est vrai d'ailleurs, c'est qu'on voit que le déficit du régime de l'assurance chômage, c'est aussi les CDD, les intérimaires et donc les intermittents. C'est un tir en fait. Mais les annexes 4, donc les CDD, les intérimaires, on voit, ils sont aussi en déficit. Mais encore une fois, c'est assez logique, c'est même une lapalissade que des gens qui ont des métiers précaires aient plus recours à l'indemnisation chômage. Le président de la République vient d'arriver aux États-Unis. Dans 2 jours, il sera dans la Silicon Valley pour discuter. Il y a un déjeuner qui est organisé assez extraordinaire avec les plus grands patrons de ce qu'on appelait il y a quelques années la nouvelle économie. Grands patrons, est-ce qu'ils sont recommandables ? J'ai vu que depuis 48 heures sur le site de Google, on rappelle que la société a été condamnée par la CNIL pour atteinte au respect de la vie privée. Et puis, il y a ce contentieux en cours, contentieux fiscal autour de Yahoo, à qui on pourrait réclamer entre 1,5 et 1 milliard d'euros. Est-ce qu'ils sont recommandables, ces nouveaux géants du net et de la culture, on peut le dire, parce que c'est par eux qu'est arrivée la révolution industrielle sur le cinéma, sur la musique ? C'est pas des producteurs de contenu culturel. Non, mais ils les diffusent. Ils les diffusent. Et quelquefois gratuitement. Donc, ils les diffusent, et comme ils les diffusent, ils doivent rentrer dans ce qu'on appelle le mécanisme de l'exception culturelle, qui veut dire quoi ? Que ceux qui diffusent des créations doivent participer à leur financement en amont. C'est comme ça qu'on a fait vivre le cinéma français depuis 1946, avec un système qui permet à ceux qui diffusent les films, et depuis les années 80, ça marche aussi pour la télé, de financer la création de ces films. C'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que ces grands géants du net participent au financement de la création. Pourquoi ? Parce que sans créateurs, sans œuvres audiovisuelles, cinématographiques, musicales, on n'aurait pas besoin d'avoir recours à eux. Est-ce qu'on n'est pas impuissant ? Par exemple, les fournisseurs d'accès à Internet. Les fournisseurs d'accès à Internet payent effectivement des taxes qui permettent de financer notamment le les cinéma. géants de l'Internet, est-ce qu'on n'est pas impuissant ? On voit que même le fisc français n'est pas capable de recouvrer ses créances en termes d'impôts. Vous, en tant que patronne de la culture française... Il n'y a aucune fatalité. Et ils ont aussi besoin de fournisseurs de contenu culturel. Ils ont aussi besoin de pouvoir s'implanter sur un marché européen. On voit que Netflix, par exemple, est en train de regarder comment augmenter sa présence en Europe. Ils veulent arriver en France cette année, en septembre. Vous les avez rencontrés, ils arriveront en France en septembre. S'ils veulent arriver en France, ils doivent se plier aux règles françaises. En Netflix, toute matière. C'est de l'accès à des milliers d'œuvres cinématographiques via un abonnement mensuel. C'est surtout des séries télé, en fait, et puis des films, mais un petit peu anciens. C'est pas les films que vous trouvez en salle, donc ça va pas faire concurrence à la salle de cinéma, heureusement. Mais s'ils veulent diffuser des œuvres, encore une fois, sur le territoire français, ils doivent faire comme tout le monde, comme nos fournisseurs d'accès à Internet, qui sont des opérateurs nationaux, territorialisés, et donc qui payent des taxes. Ils doivent contribuer. Il n'est pas normal que, puisque le président de la République était chez Vente Privée la semaine dernière, par exemple, Vente Privée dit qu'il paye plus d'impôts que l'ensemble de ces grandes multinationales du net réunies sur le territoire français. Est-ce que Netflix, vous les avez rencontrés, sont prêts à accepter vos conditions ? Est-ce qu'ils ont dit oui ? Moi, je ne les ai pas rencontrés. S'ils veulent rencontrer ou discuter avec les gens de mes équipes, évidemment, on les recevra. Et le contrat, il est clair. C'est vraiment, il n'y a aucune raison de leur interdire le territoire français s'ils se soumettent aux règles qui ont fait la créativité, la fécondité et la pertinence de notre système de financement de la culture. Autre sujet d'inquiétude, c'est celui des pratiques amateurs dans la culture. Il y a eu une petite polémique la semaine dernière. Vous avez fait un communiqué pour expliquer que, oui, il y aurait effectivement une réforme, en tout cas une réflexion sur le statut des amateurs. Alors la crainte, c'est est-ce que vous allez les obliger à payer des cotisations sociales ? Est-ce que le bénévolat doit être encadré ? Ça a été une grosse manipulation.
c'est un petit peu dommage Vous parlez que de certains ce qui s'est fassent passé de la autour du Puy du récupération. Fou et de M. de Villiers. Oui, certains ont tenté de faire de la récupération politique sur un sujet qui pourrait franchement tous nous rassembler, qui est celui des pratiques amateurs en France. Il y a énormément, peut-être un Français sur 4 ou sur 5, ça dépend des régions, qui est attaché à une pratique amateur. Moi, je défends l'éducation artistique et culturelle. Donc vous n'allez pas toucher aux statuts d'amateurs ? Donc ce que je veux faire, et ce qui sera dans le texte de loi, c'est de permettre justement de sécuriser ces pratiques amateurs, parce qu'aujourd'hui, si on ne fait rien, eh bien, il y a un vrai risque, il y a une épée de Damoclès qui est qu'il y a certains spectacles qui ont des visées non seulement culturelles, mais qui ont aussi des rentrées d'argent, donc qui ont une activité lucrative et qui, en fait, font jouer des amateurs. Et ce faisant, activité lucrative et amateur, en employant du matériel professionnel, en faisant de la publicité, etc., il serait théoriquement possible de requalifier aujourd'hui ces amateurs comme des salariés. On se parle franchement, vous allez un peu augmenter les contraintes qui pèsent sur ce type de spectacle qui sont des spectacles commerciaux mais qui utilisent des bénévoles. On n'augmentera aucunement les contraintes. Au contraire, on précisera dans la loi qu'il est possible, y compris pour ce genre de spectacle, même s'il y a des recettes de billetterie, de faire jouer des amateurs avec évidemment toutes les conditions de sécurité requises pour eux. Donc c'est bien une sécurisation de pratiques qui existent et auxquelles nos concitoyens sont attachés. C'est donc tout le contraire de ce qui a été raconté au cours de la semaine dernière. On attend le texte, on verra ce que veut dire sécurisation. Mais le texte, il est déjà là, vous pouvez le consulter, puisqu'il a été d'ailleurs fait en concertation depuis plus de 8 mois avec toutes les associations, et y compris celle qui a prétendu ne pas avoir été associée. Alors j'ai une question plus personnelle sur votre parcours. On a vu combien le dossier Florange, par exemple, avait été important pour vous. Est-ce que, ça fait 18 mois que vous êtes au pouvoir, est-ce que finalement être socialiste et au pouvoir, c'est renoncer ? Mais j'espère que non, au contraire, parce qu'il y a beaucoup de... moi, j'estime avoir... Vous avez été meurtri par ce dossier quand même, vous l'avez dit, vous avez été déçu par la manière dont ça a été géré. J'ai été meurtri au moment où, au tout début, comme Édouard Martin a été meurtri, et puis maintenant, il rejoint les listes socialistes pour les élections européennes. Vous avez avalé la couleuvre ? Donc, non, mais aujourd'hui, Geneviève Fioraso est allée, il y a 2 mois, poser la première pierre du centre de recherche à Florange, centre de recherche sur l'acier, sur la sidérurgie publique. Donc c'était l'engagement du président de la République, mais l'engagement il a été tenu. Voilà, la première pierre est posée et tous les salariés qui étaient concernés par l'arrêt de la filière chaude ont tous été reclassés. Donc il n'y a maintenant plus personne qui se retrouve sur le carreau. Et à côté de ça, la filière froide, comme on dit dans la sidérurgie, continue à travailler et à employer près de 2000 personnes. Donc ça, c'est du concret et ce sont des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Édouard Martin, tête de Édouard liste, Martin c'est sera un utile. Il peut faire quoi, bien sûr, il sera utile. Il peut faire quoi face à cette puissance? Vous savez, déjà, il a une solide expérience européenne, puisque lui, il était représentant des syndicats d'ArcelorMittal au sein du comité d'entreprise européen. Et je pense qu'on a davantage besoin, justement, d'avoir une réflexion à l'échelle européenne sur toutes ces questions sociales. Donc, il sera parfait. Merci beaucoup, Aurélie Filippitti, ministre de la Culture et de la Communication, d'avoir été avec nous sur Radio Classique.